26 juillet 2026, l'UNESCO a ajouté sur sa liste les anciens châteaux dans l'Aude et l'Ariège en tant que forteresse royale capétienne du Languedoc. Pourtant, ces sites étaient qualifiés de châteaux cathares jusqu'alors. Un tel retournement de situation mérite des explications. 1. Le catharisme. Le catharisme est une religion. Pour faire simple, il y a deux grands types de religions, celles qui sont créées pour des raisons de pouvoir ou de politique, et celles qui sont créées afin de guider l'homme, avec un grand H, dans une quête spirituelle, comme l'hindouisme et le bouddhisme. Le catharisme s'inscrit principalement dans cette seconde catégorie. Essayons de comprendre pourquoi le catharisme s'est relativement bien développé dans certains secteurs du sud de la France comme le Tarn, l'Ariège, l'Aude et l'Hérault. Toute religion repose sur des dogmes et le catharisme s'est développé en remettant en question l'un des dogmes fondateurs du christianisme avec des éléments rationnels. Une fois que l'on arrive à faire naître le doute chez une personne, il est facile de convaincre que les croyants se sont peut-être également laissés duper sur d'autres thématiques. Facile à comprendre. Imaginez, on vous dit depuis les années 90 que vous êtes entouré de châteaux cathares dans un pays cathare avec des produits labellisés pays cathare et que du jour au lendemain, on vous dit « Ah ben en fait, ce sont des châteaux royaux ». Comment est-ce que vous réagiriez ? Il n'y a pourtant pas eu de nouvelles découvertes scientifiques ou historiques et les historiens ont toujours, dans leur majorité, dénoncé le terme de pays cathare. Pourtant, une volonté politique portée par le conseil départemental de l'Aude a formé le slogan Aude pays cathare et a aussi déposé une marque commerciale. Vouloir réécrire l'histoire malgré les preuves scientifiques n'est pas vraiment un bon signe. Et il faut savoir que cette duperie ne fut faite ni par l'extrême gauche, ni l'extrême centre, ni l'extrême droite, juste par le Parti socialiste majoritaire dans le conseil départemental ou conseil général de l'Aude depuis 1976. Ainsi, face à ce flagrant délit de réécriture d'histoire, il est très facile de se mettre à la place des personnes ayant écouté les arguments des cathares et de se dire « Où nous ont-ils encore menti ? Où ont-ils encore réécrit l'histoire ?» Il est difficile d'imaginer, dans une société aujourd'hui toujours majoritairement laïque, comment des questions de croyance peuvent mener à des tensions et des conflits entre les individus de différentes convictions. Une comparaison pourrait être pertinente pour illustrer ce phénomène. Notre société a elle aussi ses dogmes. Imaginez-vous discuter à une personne qui répète ce qu'elle a entendu depuis son plus jeune âge, avec par exemple que le fascisme et le national-socialisme sont d'extrême droite. Vous aurez beau indiquer tous les faits historiques contraires à cette croyance, il sera difficile de faire entendre raison à son interlocuteur, et pire, vous risquez d'être insulté avec des mots blessants. Ainsi, vous comprendrez comment des conflits apparaissent. Hier, religieux, aujourd'hui, politique. Mais le principe reste le même. Ainsi, dans un climat de doute vis-à-vis des dogmes, le catharisme a pu gagner peu à peu à la fois en sympathisant et en pratiquant. Sans entrer dans les détails de la religion cathare, qui est assez bien documentée par certains historiens, il y a deux choses à retenir. Tout d'abord, les interdits fondamentaux, qui sont au nombre de 3. Ne pas tuer, comme dans le christianisme, donc cela fait un bon point en commun, qui part sur de bonnes bases. Donc oui, contrairement à ce que certains disent, il y a bien de bonnes et de mauvaises religions, donc bonnes et mauvaises croyances. Le fait de pratiquer l'automutilation ou également manger les humains, le cannibalisme, on ne peut pas appeler ça de bonnes croyances, donc pas de bonne religion. Et il faut comprendre également que plus l'on étudie de religions différentes, plus on comprend que certaines pratiques ne sont pas du tout morales ni légales, comme on pense aux mutilations sexuelles, marier des mineurs ou d'être polygame.
La seconde chose, ne pas manger de viande. Donc a priori de viande rouge, mais peut-être également la volaille. Là, on n'a pas de certitude sur l'étendue de la viande. Si c'est que rouge, on a un parallèle intéressant avec le bouddhisme et aussi les sites en Inde. Si c'est pas de viande tout court, ni d'œufs, on se rapproche du végétalien. C'est assez intéressant, mais là on n'a pas vraiment de certitude sur l'étendue de cette interdiction. Mais là il n'y a pas de lien avec une impureté qu'on pourrait trouver dans certaines religions, mais un lien par contre avec les souffrances. Et le troisième grand interdit est celui de ne pas faire d'enfants, afin de ne pas perpétuer le cycle des souffrances, pour faire simple. Et là, il ne s'agit pas d'un vœu de célibat, comme dans d'autres religions, qui implicitement autorise d'autres choses, mais là, il s'agit d'une réelle et totale abstinence sexuelle. Et l'autre chose importante à retenir sont les mystères. 2. Les mystères des cathares. Le principal mystère concerne le fameux trésor cathare qui, dans un territoire riche en légendes, pourrait être mal interprété. Le trésor cathare serait avant tout immatériel et voire même d'ordre spirituel. Et s'il était matériel, il pourrait s'agir d'écrits anciens, authentiques ou non, apportant des preuves remettant en question les dogmes fondateurs du christianisme. Pour rappel, dans l'Aude, il y a déjà des légendes sur les Wisigoths, il y avait une capitale située dans l'Aude, des légendes sur les Templiers, les énigmes liées à Rennes le château, la fin du monde, des lieux à l'énergie dite étrange, et à cela se rajoutent les cathares. Tenez, pour illustrer une légende, je peux faire ma propre légende, donc une de plus ou une de moins, vu ce que ça change. Donc comment faire une légende? Pour faire une légende, il faut d'abord se baser sur quelques faits. Ici, on va se baser non pas sur des faits historiques qui peuvent être facilement invalidés, mais sur des faits géographiques. Donc là, déjà, on part sur une bonne base de légende. Regardons d'abord cela. Ici, un alignement assez intéressant entre les châteaux de Montségur, de Pérépertuse et le massif du Bugarache, donc un lieu chargé d'énergie. Première chose. Deuxième chose, on peut aller plus loin et voir un autre alignement. Ici, on voit un autre alignement entre les châteaux de Latour puis Laurence. Donc là, les 4 au final sont classés à l'UNESCO. Et la citadelle de Carcassonne, elle aussi est classée à l'UNESCO. Là aussi, un second alignement. Donc, qu'est-ce que l'on forme? On forme une sorte de croix. Donc non, il n'y aura pas de légende sur la symbolique de la croix inversée. Ça, c'est totalement inutile sur une carte, puisque déjà au Moyen-Âge, les cartes étaient lues à l'envers. Le nord n'était pas au nord, le nord n'était pas en haut, il était en bas. Donc là, non, la légende ne sera pas là. La légende est confirmée par... À l'intersection de cette croix, il y a une zone qui correspond à l'ancien domaine du château des Templiers. En fonction, vous l'écrivez comme vous voulez. Et ce qui vient justement confirmer cette légende, c'est qu'il est écrit château des Templiers. Oui, ça se ressemble. Et justement, cela est confirmé par les cartes de Géoportail, donc l'IGN, des personnes très très sérieuses, qui ont fait justement une erreur. Au lieu d'y les Templiers, il y a un château. Et au lieu de mettre le château des Templiers, il y a eu un raccourci qui s'est transformé en château des Templiers. Et il n'y a pas de source historique confirmant la présence que ce soit un château de l'ordre des Templiers. Donc voilà, pour créer une légende, il faut des bases. Et après, il faut des gens assez crédules pour les croire. Donc venez ici, enfin non, n'y allez pas déjà. Mais ce qu'il faudrait dire après pour la légende, c'est dire allez là-bas et vous découvrirez le trésor. Bon, si jamais il y a des crédules, le trésor serait avant tout spirituel, on ne sait jamais. Donc voilà, moi aussi, j'ai fait ma petite légende, comme quoi c'est pas bien compliqué. Et au moins, celle-ci repose sur des faits avérés. Continuons. L'autre point non certain concerne la croix cathare. Donc là, c'est un sujet également très intéressant. Comme on le voit dans le logo du conseil départemental, la croix présentée est une croix dite
occitane. Donc il faut savoir, soit on est pays cathare, soit on met une croix occitane. C'est un peu compliqué. Et il semble que dans la réécriture de l'histoire, ce point ait été négligé, ce qui fait qu'au final, on ne sait plus trop quoi penser. Les sources des historiens sont très rares, et donc j'avance sans qu'il y ait de certitude ni de convention, et je dis que, et pas que moi, que la croix cathare, n'est pas la croix occitane, donc déjà cela est su par beaucoup de personnes, et que si croix il y a, et là c'est moins connu, qu'en fait elle serait inversée par rapport à cette dernière. Regardons la comparaison ici entre une croix dite occitane avec les 12 points, donc l'interprétation qu'on veut, les 12 mois, les 12 apôtres, 12 points qui se baladaient par là comme on veut, et une autre croix qui, elle, n'est pas occitane et qui est légèrement inversée et qui est très ancienne, comme on voit ici sur ce bloc de pierre, et celle-là qui est gravée sur la pierre. Donc il faut faire attention aux gravures. Les gravures ne sont pas historiquement et même techniquement identifiables et datables. Donc ça c'est intéressant et important à comprendre, que faire juste une gravure sur de la roche, on peut pas dire tiens les mecs ça a 1000 ans. Ah ouais non, en fait ça a été fait hier. Donc ça on peut pas. Par contre les blocs avec la technique comme l'image précédente, on pourrait déterminer une origine déjà du Moyen-Âge, donc 11e, 12e, 13e siècle, voire après. Donc, bien faire attention aux preuves que l'on a. Certaines sont datables, et d'autres possiblement, et d'autres pas du tout. 3. Les raisons de la disparition du catharisme de France. L'Église catholique prend acte de l'influence grandissante du catharisme dans le sud de la France, qui la prive non seulement de fidèles, mais également des rentrées financières qui vont avec. Au début du XIIIe siècle, le pape en place lance la seule croisade visant l'Europe et spécifiquement le sud du royaume de France. Cette décision fut favorisée par les alliances politiques de la couronne de France. En effet, le roi actuel, Louis VIII, était marié avec Blanche de Castille, de la couronne de Castille, donc Madrid. La Castille était alors rivale de la couronne d'Aragon, qui avait comme capitale Saragosse, et qui justement entretenait de bonnes relations avec les seigneurs du sud de la France comme avec le comte de Toulouse. La couronne de France et de Castille avait ainsi le même rival. Dans ces conditions, la croisade contre les Albigeois ou les Cathares, synonyme, allait faire d'une pierre deux coups, rappeler la vassalité des domaines du sud à la couronne de France et supprimer l'hérésie cathare. Il est important de rappeler que même si l'on est comte ou duc, on reste vassal et donc on ne peut pas être indépendant. Ainsi, pour rappel, ni le duché de Bretagne ni le comté de Barcelone ne furent indépendants. L'indépendance serait passée par l'instauration d'un royaume, comme celui d'Aragon par exemple, avant sa fusion avec la couronne de Castille. Ainsi, la croisade provoqua au début du XIIIe siècle des massacres et une inquisition terrorisant des populations civiles pacifiques. Les Cathares traqués furent protégés par la plupart des seigneurs locaux qui avaient compris le double objectif de cette opération. Ainsi, et même si certains seigneurs n'étaient pas cathares, devant le risque de perdre leur possession, ils honorèrent leur devoir de protéger leur population et leurs domaines. Tous les châteaux dits cathares tombèrent les uns après les autres, avec des sièges plus ou moins longs qui se terminèrent pas forcément très bien, comme à Montségur, et au milieu du XIIIe siècle, il n'y avait plus de traces du catharisme. Discussion autour du nouveau nom. Bien sûr, tout changement apporte son lot de mécontentement, et ici il y a de quoi, car tout d'abord, tous ceux qui ont cru que ces châteaux étaient cathares doivent maintenant désapprendre et réapprendre. Et l'autre point problématique est le nom. Forteresse royale capétienne du Languedoc. Forteresse, c'est bon, on ne prend que les plus grandes ou celles qui ont un état correct. Royale, c'est bon. Capétienne, c'est bon.
Du Languedoc. Ah, c'est le point qui pose problème. Alors Languedoc comme l'ancienne région, ou alors comme langue doc pour les langues doc, les langues qui parlent le français occitan. Si c'est la région, il y a un grand problème car Montségur est en Ariège et l'Ariège n'a jamais été dans la région Languedoc. Donc ça, c'est compliqué. C'est surtout faux. Par contre, si on parle des langues doc, alors pourquoi ne pas ajouter les châteaux de la même époque qui sont situés dans le Lot, dans le Tarn, la Gironde ou la Dordogne, puisque tous les pays parlant des langues doc s'étendaient du sud-ouest au sud jusqu'à la Provence exclue. Ainsi, une réécriture de l'histoire a été corrigée, mais le nom actuel n'est géographiquement pas très correct et vraiment discutable. D'autres noms auraient pourtant été profitables. Voici une liste des noms qui auraient pu mettre tout le monde d'accord, en particulier les termes de citadelle du vertige qui existaient déjà auraient pu convenir à tout le monde d'un commun accord.
5. Comment cette croisade aurait pu-elle être évitée? Donc petite partie analyse de voir ce qui aurait pu être fait pour éviter cette fin. Donc tout d'abord, raisonner le fanatisme, quel qu'il soit, est tâche quasiment impossible. Il aurait fallu ne pas obtenir le soutien de la couronne de France. Cela aurait été beaucoup plus facile. Et ainsi, la croisade n'aurait pas mobilisé les forces du royaume. Et pour éviter justement le soutien de la couronne de France aux souhaits et désirs de l'Église, il aurait fallu que les seigneurs des pays concernés, donc les pays de Foix, de l'Albigeois, du Terménès, du Minervois, etc., aient renouvelé leur allégeance à la couronne de France. Ainsi, très certainement que le roi aurait pris une autre décision, possiblement. Concernant les populations civiles, il aurait été plus humain, dira-t-on, de pratiquer, comme ce qui se faisait souvent à l'époque, le bannissement, c'est-à-dire être chassé du royaume. Cette pratique était très souvent appliquée au Moyen-Âge et de manière générale dans tous les systèmes féodaux. Cet exemple montre ce qui se passe lorsque le mal corrompt à la fois les chefs religieux et politiques. Dans ce cas-là, il faut se souvenir que le roi Louis VIII autorisa le massacre de son propre peuple. Cet épisode est à mettre en relation avec l'extermination des Templiers au siècle suivant, puis avec les guerres de religion terribles sur toute la France et une partie de l'Europe un peu plus tard. Ainsi, pour conclure, on peut reprendre cette citation oubliée. En France, que l'on soit monarque ou élu, le pouvoir ne se partage pas.